Madame, Messieurs, bonsoir. Kinshasa abrite à partir de ce lundi 3 octobre 2022 les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le changement climatique. Plusieurs personnalités y prennent part, parmi lesquelles le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Amina Mohamed. Le point avec Doudou Montiri. De la République arabe d'Égypte. Les travaux préparatoires de la 27e conférence du Parti sur le changement climatique ont débuté ce lundi 3 octobre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa. Ces assises, qui s'organisent pour la première fois en RDC et en partenariat avec la République arabe d'Égypte, plongent sur quelques questions clés des enjeux des négociations du climat. Plus de 65 ministres du monde ayant dans leur attribution les questions du climat et de l'environnement vont également aborder l'agenda de la COP27 prévue du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Déjà, à quelques heures du début de cette messe climatique, plusieurs personnalités et délégations sont arrivées à Kinshasa, au nombre desquelles la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, qui est également la présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Il faut également signaler l'arrivée cette nuit du Britannique Alok Sharma, qui est le président désigné de la COP26. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et président désigné de la COP27 a foulé le sol congolais avec toute la délégation égyptienne. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, s'exprime en ces termes. La cérémonie de séjour est d'une portée historique pour mon pays, la République démocratique du Congo, pays solution face à la crise climatique, car elle marque et consolide son grand retour à la table des négociations internationales sur les questions relatives à la lutte contre les changements climatiques. Un retour qui traduit la vision climatique de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, que nous traduisons en actes sous la supervision, bien entendu, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, qui est inclus. La RDC, mon pays, qui vous accueille à ce jour, est un État de plus de 345 444 km² de superficie, ouvert à plus de 60% à la forêt tropicale humide, représentant plus de 62% des forêts du bassin du Congo, avec plus de 155 millions de kilomètres carrés de forêts tropicales humides. Ces forêts séquestrent quotidiennement près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, alors que ces 105 000 km² de tourbières constituent un stock naturel d'environ 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales. Comment donc parler de lutte contre les changements climatiques, de protection de l'environnement ou même de préservation de la biodiversité sans faire référence à la République démocratique du Congo? L'après-COP27 se déroulera du 3 au 5 octobre. Il est prévu ce lundi une soirée dînatoire offerte par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à l'honneur des ministres participants. Rendons-nous au Nord Kivu où une vingtaine de militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha ont été interpellés ce lundi 3 octobre 2022 à Ocha, chef-lieu du territoire de Beni, lors d'une manifestation pacifique pour décrier la situation d'insécurité qui sévit dans ce coin de la capitale. Et en réaction, Prince Kambale Moussavouli, il est président de l'association des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Ocha, condamne ces interpellations. Il est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. De toutes les façons, la manifestation, elle est garantie par la Constitution.
si néanmoins on respecte les normes. Même si c'est vrai, nous sommes dans ce qu'on appelle une mesure exceptionnelle où on interdit les manifestations. Vous pensez qu'il y a les manifestations, donc on s'est indigné par rapport à la situation. Et que donc il ne fait que réclamer au nom de la population. Arrêter et faire arrêter les manifestants, au sens que ceux qui manifestent à cause de la question noble, ce serait en train de cracher sur le victime de massacres de civils dans la région de Beni et une partie de l'Uturi. Donc c'est urgent de les réveiller avant que le pire s'observe, parce que la population tout entière est derrière ces militants et d'autres personnes qui veulent militer juste pour l'intérêt de la population, que la paix revienne les jours. Une dictature, oui, mais c'est plus qu'une dictature, c'est comme si nous sommes dans la démocratie, nous ne sommes pas dans une monarchie où on doit respecter quand même la Constitution. Donc c'est une façon-là de violer la Constitution. Elle est garantie par, de toutes les façons, nous sommes une composante de la société civile. Ensemble avec les amis, nous sommes en train de voir dans quelle manière revenir ou soit prendre nos responsabilités à main. Je crois que bientôt d'ici là, il faut seulement attendre le coup du sifflet. Mais sinon, on en a mal. Et nous, on ne veut pas passer par la voie illégale. Entre-temps, le représentant permanent adjoint chinois auprès de l'ONU appelle le Conseil de sécurité à répondre de manière positive à la demande du gouvernement congolais de lever l'embargo sur les armes. Dai Bing a fait cette déclaration à l'occasion de l'examen du dernier rapport en date du secrétaire général de l'ONU sur la situation en République démocratique du Congo. Suivez. La Chine, à travers son représentant permanent adjoint aux Nations Unies, appelle à lever de l'embargo sur les armes qui pèsent sur la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Cet appel a été lancé à l'occasion de l'examen du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. On croit l'ambassade de Chine à Kinshasa qu'il a rapporté dans un communiqué le dimanche 2 octobre 2022. Le représentant permanent adjoint aux Nations Unies estime que le Conseil des sécurité devrait répondre positivement à la demande du gouvernement congolais de lever l'embargo sur les armes. Aussi a-t-il appelé la MONUSCO à s'adapter aux attentes du gouvernement congolais et de la population avant d'ajouter que la Chine soutient la MONUSCO à renforcer ses échanges avec le gouvernement de la RDC afin d'effectuer son plan de transition de manière stable, ordonnée et responsable. L'Empire du Milieu qui entend soutenir la RDC dans ses options militaires luttant contre les activités violentes menées en collaboration avec la MONUSCO et des pays régionaux, indique son représentant permanent adjoint aux Nations Unies, exprime son appui au gouvernement congolais, exhorte les groupes armés à l'est du pays à déposer les armes immédiatement, des groupes armés tels que le M23 qui ont causé un grand nombre de victimes et des milliers de personnes déplacées. Parlons toujours reste de la République démocratique du Congo. 10 civils ont été tués par des présumés ADF la nuit du dimanche à ce lundi 3 octobre 2022 à Béu Manyama, ont été situés dans le secteur de Beni-Mbao, territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. L'information a été livrée par le président de la société civile de Manové, Kinos Katouo, au micro de notre correspondant Joël Kamabou, encore une fois de plus. 13 personnes ont été tuées dans la nuit du dimanche au lundi dans l'agglomération de Béou-Manyama, territoire de Beni, secteur de Beni-Mbao, groupement de Batangi-Mbao, localité de Babila-Bakaikou. C'est un bilan qui est provisoire où il y a eu 10 civils tués et 3 militaires, des blessés aussi graves. Nous encourageons quand même l'armée a défendu la population car l'ennemi avait la mission de scinder tous les villages de Béou-Manyama. Voilà, l'armée a défendu malgré les chèques graves que nous venons de recevoir. Et nous regrettons fort car ce commandant, le lieutenant Manou, c'est bien sûr lui qui défendait fort l'agglomération de Béou et qui protégeait la population. S'il y a eu les 60% de la population sur ce contrées, c'était à cause de ces commandants qui nous défendaient. Voilà, nous venons de la perdre au moment qu'on lançait les alertes
pour renforcer les troupes qui sont basées dans nos localités, mais des alertes qui n'ont pas eu de réponse qui est favorable. Alors nous continuons toujours à lancer les cris d'alarme auprès des autorités militaires et civiles, surtout au commandant des opérations, quand même qu'on puisse sentir les mouvements de nos militaires dans l'axe Ocha, Mamove, Béou, Manyama. L'ennemi est cantonné aux alentours de ces villages, vers Moutouei, Samboko, Katere, Tapis Rouge. Tous ces villages sont vraiment occupés par cet ennemi qui est en train de balader et de tuer et de scinder les biens de la population. Qu'on puisse vraiment voir, et au gouvernement, de doter les moyens possibles pour que l'armée puisse aussi exercer son travail comme il faut. Et revenons à Kinshasa pour parler de la spoliation de certains sites de l'État. En tout cas, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a instruit les ministres sectoriels à lui présenter un état de lieu exhaustif en déant 2 semaines. Suivez plutôt le compte-rendu de la séance de travail que le chef de gouvernement a eu avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni le 1er octobre 2022 à la primature les ministères sectoriels et les services spécialisés ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion des sites faisant l'objet de spoliation dans la ville de Kinshasa comme partout sur l'étendue du territoire national. Il a instruit les ministres sectoriels, notamment celui des Affaires foncières et celui de l'Urbanisme et Habitat, de lui présenter en 2 semaines l'état des lieux exhaustif de la situation des sites et espaces se trouvant dans cette situation en vue de mettre fin à la gangrène. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou Okito Wankoy, qui a fait le point de cette séance de travail devant la presse, a expressement cité les cas de la baie d'Engalema, du site de Penemeles et de Sokopao à Kinshasa. L'accès à tous ces sites-là, tous ceux qui sont en train de construire illégalement, qu'ils le sachent au jour d'aujourd'hui, des dispositions sont prises pour que l'accès ne puisse pas leur être donné de manière à pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Ça, c'est la mesure phare d'aujourd'hui. Mais le travail de l'état des lieux est recommandé à nos collègues concernés pour que dans les 2 semaines qui viennent, nous puissions savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que nous devons faire en définitive. C'est devenu pratiquement une maladie chronique. On constate que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y a la baie d'Engaliema, Penemeles, Sokopao. On entend les gens parler et même manifester dans la ville. Parce qu'ils considèrent qu'en ayant des décisions de justice, ces espaces pourtant protégés, ces espaces sur lesquels la loi n'envisage pas qu'on puisse construire, ils sont en train de le faire et croient être en bon droit. Cette situation doit s'arrêter. À l'issue de cette séance de travail à laquelle ont pris part le ministre de la Défense nationale, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le chef d'état-major général des FARDC et l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, il a été décidé l'interdiction d'accès à ces sites et la suspension de tous travaux de construction en attendant la décision définitive. C'est un reportage signé Nadine Gombo. Parlons à présent des activités des partis politiques et associations. Nous commençons par la dynamique Maître Paul Djunga, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo qui a inauguré dimanche 2 de ses bureaux, l'un dans la commune de Kassavoubou, l'autre dans la commune de Kalamou. Yves Léchouanguier, Maxime Macabou, images et commentaires.
Kinshasa arbore le couleur du mouvement de libération du Congo, pas une parcelle, avenue, quartier, commune sans le MLC. C'est dans cette dynamique de sensibilisation et vulgarisation du message du parti à la base que la dynamique Maître Paul Djunga, cette structure spécialisée d'appui au mouvement de libération du Congo, a procédé dimanche 2 octobre à l'inauguration de 2 de ses bureaux, l'un de la Fédération des Kalamou, situé au R110 du quartier Pinzi, et l'autre de la Fédération des Kasavubu, situé au 22 de l'avenue Momboyo. Et c'est le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, qui a coupé le ruban symbolique, s'est dit satisfait, car cette permanence servira de cadre d'échange non seulement pour vulgariser l'idéologie politique de Jean-Pierre Bemba, mais aussi pour les rayonnements du MLC. Maître Paul Djunga revient ici sur l'essence de l'inauguration de ces bureaux. Aujourd'hui, nous sommes arrivés inaugurer le bureau de la dynamique Maître Paul Djunga dans la commune de Kasavubu. J'aimerais vous dire qu'avant Kasavubu, aujourd'hui même, nous avons inauguré les bureaux de la dynamique au niveau de Kalamou. Mais tout ceci est suivant les recommandations du président national du MLC. J'ai cité le président Jean-Pierre Bemba Gombo qui nous a demandé justement de sensibiliser, de vulgariser le message du parti à travers la base. Vous êtes sans ignorer que le MLC est essentiellement un parti de masse et que le message venant de la direction de la présidence doit atteindre toutes les familles, toutes les maisons, j'allais dire, au niveau de communes, de quartiers. Mais il y a une chose que je dois souligner particulièrement, c'était la présence de l'UDPS. L'UDPS qui est avec le MLC, parti membre de l'Union Sacrée. Ceci démontre à suffisance que nous soutenons la même action et derrière le chef de l'État dans le cadre de l'Union Sacrée. J'ai dit merci à eux, merci à l'UDPS pour cet accompagnement et merci à tous les membres du MLC et de la dynamique pour avoir répondu présent à notre invitation. Présent à cette cérémonie, l'interfédéral du MLC, Valentin Guérengo-Véné, n'a pas tari de mots pour féliciter Maître Paul Djunga. C'est pour nous un événement. Un événement parce que nous venons d'assister à une activité qui fait transpirer la discipline. Le président national nous a demandé d'implanter les bureaux dans toutes les communes, si pas dans tous les quartiers. Et en moins d'un mois, ce mot d'ordre vient de se réaliser. Ce jour, nous avons coup sur coup inauguré à Kalamou et nous venons d'inaugurer à Kasavubu. Ce qui veut dire que nous sommes sur un bon chemin et c'est une fierté non seulement pour le parti, mais pour son initiateur. Notez que cette cérémonie inaugurale de bureau de la dynamique Maître Paul Djunga a été honorée par la présence de l'équipe dirigeante du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Parlons à présent des Amis de Bouendé. Amibo. Cette association a tenu le week-end une réunion en vue d'échanger sur les problèmes qui préoccupent les ressortissants de la province de la Tchapa vivant à Kinshasa. C'était en la résidence du député national Jacques Njoli et Sengekeli. Reportage Jean-Romance Mokolo, Dédi Mujinga. Maître Jean-Paul Oloa Takachi a clôturé dimanche 2 octobre 2022 sa campagne de sensibilisation au dépistage volontaire et gratuit. Réunis au sein de l'association Les Amis de Bouendé Amibo, les ressortissants de la Tchapa vivant à Kinshasa se sont retrouvés le dimanche 2 octobre 2022 dans la résidence du professeur Jacques Njoli et Sengekeli, un des notables de cette province. C'était dans le cadre de la réunion ordinaire bimensuelle de cette organisation de la société civile. Dans son mot de circonstance, le président de Amibo, Ekofo, a notamment transmis aux députés élus du territoire de Bouendé, Jacques Njoli, les préoccupations des filles et fils de la Tchapa. À la fin de la rencontre, l'honorable Jacques Njoli circonscrit le sens de cette activité. J'ai tenu à recevoir cet ASBL qui représente un peu la diaspora de Bouendé à Kinshasa. Moi, personnellement, je suis du territoire de Bouendé. Et le peuple de Bouendé n'est pas simplement ceux qui sont sur place là-bas, mais aussi cette diaspora qui, n'est-ce pas, est venue me traduire
les préoccupations de la population de Bouéndé en termes de développement, en termes de cohérence de notre leadership, en termes de perspectives électorales. Et j'étais très heureux de voir que cette organisation tient à ce que Bouéndé reste ses centres de rayonnement, ses chefs-lieux d'une province qui a toutes les espérances, mais qui ne demande que le travail de ses enfants, notamment de ses représentants. Et concernant les préoccupations de ses frères et sœurs de la Tchouapa, le député national Jacques Joly Sengekeli a promis à ses interlocuteurs son implication pour amener les autres leaders et notables de la Tchouapa à enterrer la hache de la guerre. J'ai d'abord tenu à leur dire, et ils eux-mêmes l'ont dit, qu'ils étaient heureux que dans ces tiraillements, nous ne sommes pas tellement dans ces jeux que j'estime n'est pas être très responsable. Quand on fait la politique, c'est une vision, c'est une mission, c'est un engagement pour travailler pour la communauté. Quand on doit travailler pour la communauté, la politique, c'est un jeu collectif, c'est un jeu d'équipe. Alors, s'il y a des tiraillements, c'est qu'il y a des gens qui ont une autre vision de la politique qui serait le droit du plus fort, le droit d'écraser les autres, le droit d'exister. Gouverner, c'est diriger, mais les gouvernails, c'est toujours derrière. Donc, c'est ces messages-là que je vais faire passer à tous ceux qui aspirent à être de vrais leaders. Liant l'utile à l'agréable, le professeur Jacques Joly a partagé un verre et un repas de famille avec ses hôtes du jour. Et une autre structure, c'est la dynamique Maître Jean-Paul Oloa Takachi qui a clôturé dimanche sa campagne de sensibilisation sur les dépistages volontaires et gratuits du paludisme dans la commune de Barumbu. Commentaire, Maxime Cap. Maître Jean-Paul Oloa Takachi a clôturé dimanche 2 octobre 2022 sa campagne de sensibilisation au dépistage volontaire et gratuit du paludisme dans la commune de Barumbu, précisément ici à l'église Sion Nouvelle-Jérusalem Vision des Dieux. Ainsi, sur le total de 2323 cas testés, 1615 cas ont été testés négatifs et 708 cas testés positifs au paludisme dans les 6 sites choisis pour l'opération. Cependant, les cas testés positifs ont bénéficié gratuitement de médicaments en vue de se mettre à l'abri de cette maladie mortelle. Maître Jean-Paul Oloa Takachi est président de la dynamique. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un sentiment mitigé. Sentiment mitigé parce que lorsque on a pris l'initiative d'aider la population de la commune de Barumbu, on ne savait pas qu'il y aurait des demandes ou des sollicitations qui viendraient par-ci, par-là. Au jour d'aujourd'hui, compte tenu de cela, j'ai le regret de n'avoir pas parvenu à aider les restes des demandeurs qui nous sollicitent. Certes, Barumbu a été considéré comme état un échantillon par rapport à la campagne de sensibilisation au dépistage volontaire et gratuit du paludisme. Mais fort de moyens qui sont extrêmement limités, on n'a pas bénéficié d'un appui quelconque, mais on a fait avec les moyens de bord. Nous n'avons pas été à mesure de couvrir l'ensemble de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi je suis en train de dire que le sentiment est mitigé. Mais il y a aussi le sentiment de satisfaction, parce que parmi les personnes qui sont dépistées, il y a des cas positifs et parmi les cas positifs, ceux qui ont bénéficié de nos produits médicaux ont quand même un témoignage. Beaucoup disent que Dieu vous bénisse à cause de l'initiative. Nous avons quand même eu l'occasion de sauver ne fût-ce qu'une seule vie. C'est là ma joie. La personne qui pouvait peut-être succomber, trouver la mort à cause de la malaria, aujourd'hui a été sauvée parce que nous l'avons amené l'hôpital à ses côtés, nous avons amené la solution à sa maladie. À peine près de 2 mois d'existence, la dynamique Maître Jean-Paul Oloa Takachi et de rares ONG fonctionnant au pays qui ont un bilan largement positif à présenter à l'opinion publique.
Terminons en société, coupure intempestive du courant électrique dans la ville de Kinshasa, une situation qui n'épargne pas la commune des affaires, la Gombe, d'où le calvaire des tenanciers de restaurants, cafés, magasins et autres. C'est le constat établi par les étudiants de l'IFASIC en stage à Canal Congo Télévision, Jonathan Moulamba et Suzy Manzengo. Regardez. La ville-province de Kinshasa fait face depuis un bon moment à un sérieux problème de manque criant d'électricité. Plusieurs communes de cette entité passent des journées entières, voire même les nuits, sans courant électrique de la SNEL. Les coupures interviennent très tôt le matin et quant au rétablissement, il faudrait attendre les alentours de 23 heures si par chance elle s'étend pas toutes les nuits carrément. Une situation qui met en mal la quiétude des Quinoises et Quinois appelés à revoir leurs calculs à la hausse pour compenser ce manque. Les tenanciers des boutiques, cafés, bistrots et autres maisons lucratives subissent le même calvaire. Ces derniers se disent pénalisés par ces coupures intempestives qui ne permettent pas un bon rendement de leurs activités commerciales. Dépassés par les événements, la SNEL n'épargne pas la commune des affaires qui est la Gombe. Ici, c'est la même chanson. Et pour faire face à ces insuffisances, les tenanciers des magasins, cafés et autres maisons lucratives font recours à l'utilisation des groupes électrogènes. La plupart des maisons en disposent. C'est la solution presque idéale dans cette commune, une solution qui ne reste pas sans conséquences sur le plan économique, car le bruit de ces moteurs affecte le travail. Aujourd'hui, depuis le matin, il n'y a pas d'électricité. Ça nous handicape pour notre travail. Nous faisons souvent des impressions ici, mais il n'y a pas moyen. On doit amener les groupes électrogènes, acheter les carburants pour fonctionner. C'est déplorable pour notre capitale. Les choses n'avancent pas comme il faut. Les gens ne travaillent pas dans les conditions et c'est pas vraiment bien. C'est déplorable. Nous demandons que le gouvernement puisse faire quelque chose pour cette situation parce que ça ne va pas vraiment. Pour faire face à cette situation, nous utilisons seulement les groupes électrogènes. Or, chaque jour, acheter les carburants, chaque jour, utiliser les groupes, c'est aussi une dépense que nous sommes en train de consommer chaque jour. Donc, c'est vraiment déplorable. Alors, je me demande pour des sociétés qui n'en ont pas, qui n'ont pas de groupes électrogènes, qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est un peu ça. Nous insistons à la SNEL de rétablir cette situation plus vite que possible. Ça serait mieux. La SNEL doit être à mesure de fournir proportionnellement du courant électrique de qualité à ses abonnés qui pourtant payent régulièrement leurs factures de consommation de l'énergie électrique. Et c'est la fin, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.